La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Madame Victoire Toméga Dogbe a été nommée hier Premier ministre. Et les Togolais attendent beaucoup de la première femme à ce poste. Vous les écouterez dans cette édition. Et le ministre secrétaire général du gouvernement, Kanka Malik Nachaba, a également été nommé hier. Et ce mardi, il a rencontré les secrétaires généraux des différents ministères pour une première prise de contact. À suivre également dans ce journal. Et puis ce 29 septembre est célébrée la journée mondiale du cœur. Une occasion de rappeler les différentes pathologies liées à cet organe et les moyens pour s'en prévenir. Restez donc avec nous pour suivre. Voilà donc pour les titres. Depuis hier, c'est officiel. Le Togo a un nouveau Premier ministre, une femme, Madame Victoire Sidemero Toméga Dogbe. Une première dans l'histoire du pays. Et déjà, les Togolais expriment leurs attentes. Ils sont au micro de Silver Abdou. Nous sommes enchantés pour cette désignation qui est la première dans ce pays. Et nous comptons qu'elle va révolutionner beaucoup de secteurs, surtout l'emploi des jeunes, puisqu'elle a déjà fait preuve dans son ministère. Nous pensons qu'aujourd'hui, elle va lutter pour la corruption et surtout pour la promotion de la jeune fille dans ce pays. Et que tout le monde, les Togolais, puissent dire qu'aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. Nous tenons à la féliciter et donc bon vent à elle et beaucoup de courage, que le Seigneur et l'Esprit Saint l'assistent. La promotion féminine est en train d'avancer et nous les femmes, nous sommes très ravis par rapport à ça. On attend beaucoup d'elle. La promotion féminine, aussi sur le plan politique, qu'elle nous prouve vraiment qu'une femme est capable de faire tout, pas seulement l'homme. C'est de nous prouver qu'elle a aussi cette compétence. C'est à cause de ça qu'on l'a placée là. Et avec ceci, je crois que le développement aussi sera à la portée aussi de notre cité et que les choses puissent bien marcher. Et moi, je remercie vraiment l'initiative que le chef de l'État a engagée en ce sens et la confiance qu'on a portée sur elle. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Nous sommes très contents de ce que notre président de la République a fait avec la nomination de notre Premier ministre qui est femme à la tête du gouvernement maintenant. Comme je suis du domaine de l'enseignement, nous voulons qu'elle nous écoute et tout ce que nous avons besoin pour que nous soyons plus à l'aise et éduquer les enfants qui seront la relève de demain, qui seront les constructeurs du Togo demain. Donc il faut qu'elle nous entende. C'est un défi. Elle avait occupé un poste au sein du gouvernement, mais c'était pour le développement des jeunes. Et aujourd'hui, nous comptons aussi sur elle pour relever le défi, pour que le Togo aille de l'avant. Nous disons bravo au président de la République qui a confiance en nous. Et vraiment, il prend des femmes à la tête du pays. Et il ne sera jamais déçu. Ça ne nous a pas étonné. C'est une femme battante. Sur tous les marchés, nous la voyons. Avec des projets, avec les jeunes, les FNFI, elle se retrouve un peu partout. Donc, nous l'encourageons qu'elle continue comme ça pour que nous ayons un gouvernement qui va vraiment encore plus bouger. Moi, je suis un enseignant. Nous avons su qu'il y a le coronavirus, mais qu'il fasse encore un petit effort pour nous aider aussi pour avoir une rentrée apaisée. Nous, les femmes, aujourd'hui, nous sommes devenues égalité aux hommes. Qu'elle pense à nous, qu'elle travaille bien pour le développement de notre pays. Qu'elle change beaucoup de choses, que les attentes des Togolais, Togolaises soient réalisées à travers elle. Nous souhaitons qu'elle se rapproche aux populations pour les écouter et réaliser leurs rêves.
Et c'est depuis hier également que le nouveau ministre secrétaire général du gouvernement a été nommé. Et ce matin, Kanka Malik Nachaba a pris un premier contact avec ses nouveaux collaborateurs, les secrétaires généraux des différents départements ministériels. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. Au lendemain de sa prise de fonction, le nouveau secrétaire général du gouvernement, Kanka Malik Nachaba, est ici en contact d'échange avec les directeurs de cabinet et secrétaires généraux des différents ministères et départements. Objectif, mieux se connaître et se rappeler les valeurs cardinales qu'incarnent leurs fonctions. D'abord se connaître, me présenter à eux en tant que nouveau secrétaire général du gouvernement et surtout échanger avec eux sur les voies et moyens pour que l'action gouvernementale puisse bien se dérouler dans les exigences qui sied à la mission qui nous a été confiée. Je leur ai demandé d'être toujours aussi professionnels que ce qu'ils ont toujours démontré pour que notre administration soit aussi efficace qu'elle peut l'être, de toujours continuer à être disponible parce qu'ils ont toujours fait preuve de disponibilité et d'être mobilisés. Nous sommes repartis tous ensemble avec la conviction que nous ferons de notre mieux dans un esprit de convivialité, dans un esprit de patriotisme pour pouvoir justement répondre aux objectifs qui nous ont été fixés. Le secrétaire général du gouvernement et en rang de ministre a pour tâche d'assurer la régularité des projets soumis à l'examen du Conseil des ministres et la conformité de la suite à donner aux décisions prises. Avec les différents ministères et départements, il assure la gestion des ordres de mission et la publication des textes au journal officiel. Son rôle est aussi de veiller à ce que les décrets d'application tiennent compte des délais raisonnables. L'année 2020 était annoncée pour être catastrophique, crise sanitaire, Covid oblige. Eh bien non, le Togo a déjoué tous les pronostics et le climat des affaires se porte bien. Les explications avec Augustin Kossi. En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui paralyse tous les secteurs d'activité, l'environnement des affaires au Togo est en constante amélioration selon la ministre chargée du climat des affaires, Sandra Johnson. Pour anticiper sur les effets de la crise et soutenir les secteurs très exposés, de nombreuses réformes ont été entreprises. La digitalisation des procédures administratives dans le domaine portuaire et celui de la fiscalité. Il a été mis en place une cellule économique de crise présidée par le chef de l'État. Également, une coordination nationale de gestion de riposte au Covid-19 et des commissions de haut niveau composées de plusieurs acteurs. Une plateforme a été créée pour l'exécution des contrats. Elle permet aux avocats de poursuivre les audiences par la saisine et le paiement en ligne de manière à garantir la sécurité juridique de l'investissement, l'accès à l'énergie avec le remboursement des avances sur consommation, la poursuite de la réforme relative à la réduction des frais de raccordement, la dématérialisation de toutes les procédures douanières dans les activités portuaires pour faciliter le commerce transfrontalier. Autant de nouvelles dispositions pour faire du Togo une destination privilégiée des investisseurs. Bien plus encore, des mesures fiscales et douanières pour les entreprises ont été mises en place. Une dizaine d'impôts a été supprimés, la patente exonérée sur les 2 premières années et le e-tax effectif. Les contrôles fiscaux sont suspendus et ne se limitent qu'aux entreprises non citoyennes. Pour les entreprises qui ont des échéances d'impôts durant la crise sanitaire, les pénalités sont suspendues. Les droits et taxes à l'importation de tout matériel destiné exclusivement à la lutte contre le Covid-19 sont exonérés. C'est dire que la pandémie n'a pas détourné le Togo de sa dynamique. Maintenir son rang dans le classement de la Banque mondiale et conserver les acquis dans sa quête permanente de l'amélioration du climat des affaires. Le capital humain représente pour tout pays le socle du développement. Les jeunes et les femmes sont donc au centre de toute activité. Pour les amener donc à contribuer au développement du Togo, le pays a mis en œuvre une politique nationale de développement à la base de 2012 à 2017. Elle a précédé le plan national de développement qui va, lui, de 2018 à 2022. Pourquoi le PNDB? Quel a été son apport dans la lutte contre la pauvreté au Togo? Les éléments de réponse avec Augustin Kossi. Elle est une approche sociale pertinente. La politique nationale de développement à la base
constitue pour le gouvernement un levier efficace de lutte contre la pauvreté et l'amélioration durable des conditions de vie des communautés. Elle est mise en place depuis 2012 et a 4 composantes. La première, renforcement des capacités à la base. Elle a permis à 1535 villages et quartiers de disposer de plans d'action. 1050 communautés ont bénéficié de financement de leurs microprojets. Au moins 5330 communautés de développement à la base et 8616 groupements d'intérêt économique ont été structurés. La deuxième composante concerne la valorisation des potentialités productrices. Plus de 300 unités de transformation des produits agricoles ont été installées et 1344 microprojets réalisés. La troisième composante est essentiellement dédiée à la promotion des infrastructures socio-économiques de base. Plus de 2600 infrastructures socio-communautaires de base ont été réalisées. Salles de classe, unités de soins périphériques, des forages et hangars de marché. La quatrième composante fait la promotion des filets sociaux. 30 000 femmes ont bénéficié de transferts monétaires, 27 000 emplois temporaires créés et plus de 29 millions de repas chauds servis dans 305 écoles. 92 milliards de francs CFA ont été déboursés pour mettre en œuvre cette politique sur une période de 5 ans. En août 2019, une évaluation de parcours a été faite. Le but, répondre aux problèmes et priorités des communautés, tirer des leçons et améliorer les interventions en lien avec le plan national de développement. Sur le terrain, les différents acteurs s'activent pour réduire la pauvreté à travers l'accès des communautés et organisations à la base au minimum vital commun. De 2015 à 2019, 9 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'artisanat, 20 milliards déboursés pour les cantines scolaires. 45 700 ménages ont bénéficié de transferts monétaires trimestriels. Des emplois temporaires et durables ont été créés. Des efforts pour faire reculer la pauvreté et renforcer l'inclusion socio-économique. Et un mécanisme également d'appui technique et financier a été mis en œuvre pour accompagner les jeunes entrepreneurs au Togo. Il s'agit du FAYEJ. Et de ce mécanisme, de nouvelles offres voient le jour pour soutenir financièrement ces jeunes chefs d'entreprise. Quelles sont ces offres, ces nouvelles offres? Lucassi nous les fait découvrir dans le dossier question. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAYEJ est l'un des mécanismes mis en place par l'État pour mettre fin au chômage des jeunes. Il facilite l'accès des jeunes ou primo-entrepreneurs aux sources de financement. Ceci à travers des offres de services non financiers, formation, renforcement de capacités, suivi, évaluation et des offres financières telles que le crédit jeune entrepreneur et la garantie de financement. Cette dernière offre est destinée aux jeunes promoteurs d'entreprises âgés de 18 à 35 ans. Les conditions pour avoir accès à ce produit sont simples. Apporter une garantie financière personnelle, adresser une demande de garantie de financement au FAYEJ et avoir bénéficié ou non d'un appui financier d'un des projets ou programmes du ministère en charge du développement à la base. Le produit est conçu pour accompagner et promouvoir la croissance des micro et petites entreprises. Ce, pour minimiser le risque de crédit et renforcer la pérennité des entreprises concernées. Outre cette offre, d'autres produits sont développés par l'institution pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Lancé en octobre 2013, le crédit jeune entrepreneur fait partie des instruments financiers du FAYEJ. Il offre un accompagnement financier aux jeunes dans l'établissement et le démarrage de leurs projets. Ce système de prêt finance à hauteur de 95% le coût total du projet avec un plafond limité à 2 500 000 francs CFA et 6 millions pour les associations de promoteurs. C'est une solution alternative aux difficultés de financement rencontrées par les jeunes entrepreneurs. Le taux d'intérêt applicable est de 4,5% et selon la nature de l'activité, un différé maximum de 6 mois est accordé sur une durée maximale de 36 mois. Sont alors à la charge du jeune entrepreneur les intérêts du différé, ce qui lui évite une grosse charge financière qui pourrait affaiblir la jeune entreprise. Une épargne d'un taux de 1,5% du montant des investissements est réservée sur le compte du bénéficiaire. C'est une opération qui permet à l'entreprise d'avoir des ressources en réserve.
Avec un total de crédit de plus de 3 milliards de francs CFA accordés, le FAYEJ a contribué à la création de près de 5 500 emplois sur la période 2012-2019. En cette période de crise sanitaire, l'institution a continué par innover pour venir en aide à sa cible. Elle a lancé une plateforme de financement des besoins de trésorerie des jeunes entrepreneurs dont les activités sont touchées par la crise sanitaire. C'est un crédit d'exploitation remboursable sur une période d'1 an. Le mécanisme s'emploie au jour le jour pour répondre aux préoccupations des jeunes entrepreneurs. Et un autre outil a été également mis en place, cette fois pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat féminin. Il s'agit de Innovo. Qu'est-ce que c'est concrètement et comment fonctionne-t-il? Les réponses avec Immaculée Baoui Abalo et Dodo Wari. Entre 2009 et 2012, on dénombre seulement 25% des entreprises créées par les femmes. Une situation qui a interpellé les acteurs engagés pour l'épanouissement de la gente féminine. Ainsi, différentes structures comme le FNFI, le FAYEJ, le PAYEJ-SP, l'ANADEB, le PASA ont mis en branle des projets et programmes au profit des femmes pour leur autonomisation. Innovop est une initiative de la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires FEFA du Togo pour la promotion de la gente féminine. Cette initiative soutenue par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et l'Agence nationale pour l'emploi ANPE est une plateforme à multiservices dédiée aux femmes d'affaires et entrepreneurs. C'est d'ailleurs le premier incubateur d'entreprises des femmes au Togo. Innovop a pour mission principale d'aider l'entrepreneur à bâtir son entreprise et à l'agrandir. Il intervient également dans la formation, l'ingénierie financière, le montage de projets, le réseautage et le conseil aux PME-PMI. À travers son programme Innovop Coach, le centre met des entrepreneurs chevronnés en face des jeunes aspirants dans le but de leur inculquer les valeurs de la réussite entrepreneuriale. De 2016 à 2018, le centre entrepreneurial a incubé 50 entreprises portées par la femme, accompagné 900 femmes à travers le programme de mentorat. 39 femmes leaders expérimentées ont été mobilisées pour accompagner les jeunes en quête de développement personnel. Les sensibilisations ont touché 400 jeunes filles sur la culture entrepreneuriale et 300 volontaires nationaux en entrepreneuriat. Innovop accompagne également dans la recherche de financement. Grâce à ce centre, des femmes se font de plus en plus remarquer au-delà des frontières togolaises. La preuve, de 2016 à 2017, des femmes togolaises entrepreneurs avaient été choisies pour le Young African Leader Initiative YALI à Dakar et à New York. C'est officiel, le document de politique nationale de la justice actualisé est fin prêt. Il est soumis à validation depuis ce matin à Lomé. Et ce document, après validation donc, servira de feuille de route au département de la justice. Voyons cela avec Marie-Ange Bida. Sont jetés pour l'amélioration de l'administration de la justice au Togo. La politique nationale de la justice actualisée est en cours de validation. Un document qui touche du doigt tous les aspects de l'activité judiciaire. La nouvelle politique nationale de la justice compte 4 programmes. Et le programme 1 aura à renforcer les infrastructures judiciaires et pénitentiaires, à renforcer la fonction de planification, de statistique et d'informatisation du secteur. Au niveau du programme de efficacité de la justice, il va falloir mettre en œuvre des actions pour réduire les délais de traitement des dossiers au niveau des juridictions, renforcer la mise en place des maisons de justice. Le programme 3, l'accès au droit à la justice, est un programme très important pour le secteur de la justice. C'est un programme où il y aura à mettre en place des différentes structures de bureaux d'accueil, d'information, d'orientation du justiciable. Il va falloir s'assurer que l'accessibilité physique est assurée à tout agent, à tout citoyen qui voudrait se rendre dans les juridictions ou au service de la justice pour pouvoir bénéficier de son droit au service public de la justice. Le programme 4, c'est la surpopulation carcérale. Les conditions de détention qui sont vraiment criardes. Il est question, à travers la mise en œuvre des actions inscrites dans le cadre de la politique nationale de la justice, de réduire cette surpopulation carcérale et d'améliorer le mieux possible les conditions de vie et de détention des détenus.
La politique nationale de la justice tire sa source de la mise en œuvre du programme d'appui au secteur de la justice PASJ. Le processus d'actualisation de ce document a été un travail de longue haleine. L'Union européenne, partenaire financier, se félicite du résultat et appelle à en faire plus. Il est important que les quelques chantiers clés du programme d'appui au secteur de la justice, encore ouverts, puissent aussi avancer vers une réussite à part entière, mettant à profit les efforts des uns et des autres. Il s'agit notamment de l'informatisation des chaînes judiciaires et du casier judiciaire et de certains textes législatifs dont l'élaboration a déjà bénéficié d'appuis significatifs, tels que le projet de code de procédure pénale, les projets de loi sur la Cour suprême, sur la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la magistrature, le projet de code de la nationalité, les projets de loi sur les inspections générales de l'État et des finances, et les projets de code administratif de procédure administrative, projet de loi de centre de formation des professions judiciaires, pour nommer que quelques-unes. Ce document soumis à validation sera le cadre d'intervention des prochaines actions et orientations du département de la justice. Compte tenu de son rôle transversal dans la vie sociale, la justice est invitée à suivre l'évolution de la société. Conscient de ce rôle incontestable que joue la justice dans notre société, en pleine mutation socio-économique, le gouvernement togolais, sous l'impulsion de son Excellence, M. Faure Essebsi Gnassingbé, président de la République, a décidé d'engager l'institution judiciaire sur le chemin des réformes en vue de sa modernisation pour le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. L'on peut se féliciter du fait que la politique nationale de la justice a un ancrage sûr dans le plan national de développement PND en son axe 3 et fait 13 qui énonce, je cite, « L'accès équitable à la justice est assuré ». La politique nationale de la justice actualisée sera exécutée sur 5 ans, de 2021 à 2025. Cet atelier de validation va durer 2 jours. Ce communiqué à présent, ce communiqué du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Il m'a été donné de constater que certains opérateurs économiques se livrent toujours à des importations de croupillons de dinde sur les marchés togolais en provenance des pays tiers, en dépit de son interdiction conformément à l'arrêté numéro 17 du 27 juillet 2004 portant interdiction d'importation, d'entreposage et distribution des croupillons de dinde sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre rappelle à la population que les croupillons de dinde importés sont cancérigènes et donc impropres à la consommation humaine. Néanmoins, les autres parties de la dinde peuvent être consommées sans aucune inquiétude. Par ailleurs, le ministre met en garde tous les opérateurs indélicats et tient à leur rappeler que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Des instructions fermes ont été données aux services techniques pour redoubler de vigilance et sévir conformément aux dispositions légales. Enfin, le ministre invite expressément tous les opérateurs économiques concernés à plus de civisme et de responsabilité en leur demandant de se conformer scrupuleusement aux tests en vigueur. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de l'agriculture, de la production animale et halieutique, Koutera Bataka.
En moyenne, un adulte sur 3 est hypertendu au Togo. Les maladies cardiovasculaires sont les principales causes de mortalité dans le monde. Et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a choisi donc le 29 septembre comme journée mondiale du cœur. À cette occasion, il est question de sensibiliser les populations sur la nécessité d'avoir de bons comportements pour éviter ces différentes maladies. Le point dans ce dossier de Antoinette Omao. Va voir. Afi, 47 ans, revendeuse, souffrait des maux de cœur depuis bientôt 4 ans. Après plusieurs consultations chez les tradithérapeutes, aujourd'hui, elle vient faire l'électrocardiogramme. Ça fait déjà 4 ans que j'ai des douleurs au cœur. Ma tension est également élevée. J'ai essayé d'abord la médecine traditionnelle, mais n'ayant pas trouvé gain de cause, je me suis tournée vers les cardiologues. Ils m'ont demandé des analyses et la radiographie que je suis venue faire aujourd'hui. Tout comme elle, ses patients viennent faire leur contrôle de routine. J'ai eu une plaie au pied et après, on m'a fait faire l'analyse. Après plusieurs années de traitement, on m'a dit de venir refaire le bilan pour voir si ça va. Ça fait 2 ans, on m'a dit que le cœur ne fonctionne pas bien pour amener le sang au pied. Quand j'ai commencé à prendre les médicaments, le pied est guéri. Mais souvent, je vais au contrôle. Le stress, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation du tabac et de l'alcool, le manque d'exercice physique constituent les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Elles représentent la première cause de mortalité dans le monde. Environ 18 millions de décès par an sont liés aux maladies cardiovasculaires. Et au Togo, parmi ces maladies, l'hypertension artérielle est la plus répandue, dont la prévalence est de 30%. En moyenne, un adulte sur 3 est hypertendu. Les autres maladies cardiovasculaires, c'est les cardiomyopathies, c'est-à-dire donc l'atteinte du myocarde, d'accord, qui va aboutir à l'insuffisance cardiaque. Nous avons également ce qu'on appelle les valvulopathies. C'est les maladies des valves cardiaques. Les valves cardiaques, c'est des structures qui sont situées à l'intérieur du cœur et qui permettent donc au sang de bien circuler. Donc ces valves peuvent être atteintes. Et le plus souvent en Afrique, elles sont atteintes par le rhumatisme articulaire aigu, qui est dû à une infection par le streptocoque. Donc ça commence par une angine de gorge et puis après, il y a des complications au niveau du cœur. En plus, il y a ce qu'on appelle les maladies coronaires. Les maladies coronaires, c'est les maladies des artères qui permettent donc d'irriguer le cœur, d'apporter du sang au cœur, de nourrir le cœur. Et donc ces maladies, ces artères coronaires peuvent être bouchées, obstruées par un dépôt de graisse. Et entraîner donc ce qu'on appelle l'insuffisance coronaire ou bien l'infarctus du myocarde, communément appelé donc crise cardiaque. Ensuite, nous avons les malformations congénitales, les cardiopathies congénitales chez les enfants. Toutes ces maladies, si elles ne sont pas bien traitées ou si elles sont traitées tardivement, elles vont aboutir à l'insuffisance cardiaque puis au décès. On distingue les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, donc qui sont l'âge. Bon, chez l'homme, c'est un âge supérieur ou égal à 50 ans, et chez la femme, un âge supérieur ou égal à 60 ans. Donc, à partir de cet âge, les sujets ont un risque beaucoup plus élevé d'avoir une maladie cardiovasculaire. Ensuite, nous avons le sexe masculin. L'homme est plus exposé que la femme. Et puis, troisièmement, c'est le facteur génétique, donc l'hérédité. Les personnes qui sont issues de parents qui souffraient de maladies cardiovasculaires ont un risque beaucoup plus élevé d'avoir une maladie cardiovasculaire par rapport aux personnes qui ont des parents qui n'en souffrent pas, qui ne souffrent pas de maladie cardiovasculaire.
Pour prévenir ces maladies et protéger son cœur, certaines règles sont recommandées et surtout en cette période de la pandémie du coronavirus. La première chose, c'est la détection précoce de ces maladies cardiovasculaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand on est apparemment bien portant, un sujet adulte, on doit faire quand même chaque année un bilan médical minimal pour que le médecin puisse détecter éventuellement une maladie cardiovasculaire. Il faut réduire l'apport en sel. Donc, il faut d'abord perdre l'habitude d'augmenter ou bien d'ajouter du sel à table. Ensuite, il faut manger plus de fruits et de légumes. Et troisièmement, avoir une activité physique régulière. Pour parler de façon plus actualisée et dans le contexte de Covid-19, il faut savoir que les patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires sont des patients à haut risque et vont faire souvent la forme compliquée ou la forme grave du Covid-19. Donc c'est pour ça que ces malades qui souffrent de maladies cardiovasculaires doivent observer de façon rigoureuse les mesures barrières, donc pour pouvoir éviter d'être contaminés par le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a décrété le 29 septembre Journée mondiale du cœur, une nécessité pour sensibiliser les populations dans la prévention contre les maladies cardiovasculaires. Comment protéger son cœur et ses artères? Un thème qui appelle chacun à adopter de bonnes attitudes, faire un bilan de santé au moins une fois l'an pour ainsi garder en parfaite santé son cœur. À ce jour du mardi 29 septembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1759, 10 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1341, 5 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 370 et le nombre de décès est de 48. Un nouveau décès depuis hier. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et à la rentrée prochaine, l'éducation physique et sportive EPS sera enseignée autrement. Les techniciens d'EPS du Togo se sont donc réunis pour adopter les méthodes adéquates à même d'éviter aux élèves à la rentrée d'être exposés au Covid-19. Les détails avec Abidé Niazimbi. Les techniciens de l'éducation physique et sportive du Togo vont devoir trouver une autre façon d'enseigner leur discipline. La Covid-19 les a contraints à changer la donne. Faire du sport sans porter atteinte aux gestes barrières, c'est le but de ces professionnels. Déjà, plusieurs disciplines se verront rayées de la liste. Lors de cet atelier, il y aura à statuer sur certaines disciplines choisies. Nous aurons pris à faire toutes les disciplines. Il y a par la course de vitesse, le saut en longueur, le saut en hauteur et la gymnastique. Durant ces 2 jours, nous allons réfléchir sur comment enseigner ces disciplines, toujours dans le respect des mesures barrières. Le grimper à la corde lisse, le lancer de poids, ces disciplines sont des disciplines à risque aux enfants. Et donc nous avons jugé bon et laissé tomber ces disciplines-là. Ce qui sera arrêté ici sera présenté au cabinet, au ministère, pour sa faisabilité. L'initiative est ici saluée par le ministre en charge du sport. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude et la reconnaissance du mouvement sportif au chef de l'État et lui rendre un vibrant hommage pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de mener chaque jour que Dieu fait en vue d'assurer le bien-être de tous les Togolais et de ceux vivant dans notre pays. La rencontre de ce jour se veut un cadre d'échange, de réflexion sur les réponses nationales à apporter aux défis
liées à la stratégie, aux principes d'adaptation et à la méthode que vous devez lucidement valider. Réponse suggérée par un comité technique sur l'enseignement, l'organisation des cours et des championnats scolaires et l'évaluation de l'EPS en période de Covid-19. Vous avez constaté que les notes d'EPS n'ont pas été prises en compte lors des examens passés. Et si nous voulons qu'il ne soit pas ainsi dans l'avenir, alors c'est à nous que revient la réflexion sur comment nous allons procéder. C'est pourquoi je tiens à saluer cette belle initiative visant à sensibiliser les acteurs que vous êtes et qui cherchent à mutualiser nos efforts, nos pratiques et nos dispositions en matière d'enseignement de l'EPS sans porter atteinte aux mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Outre l'enseignement d'EPS, les championnats scolaires et universitaires sont également pris en compte dans ce document. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.